Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Merci de participer depuis Saint-Malo au colloque qu'organise la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences sur préserver et protéger les animaux sauvages en liberté. J'ai envie, parce que vous avez été un homme politique, vous êtes un expert de la nature, vous êtes un militant aussi engagé, que vous me disiez un peu votre vision de ce que sont ces animaux, de leur place dans l'univers, de la place qui doit leur être reconnue. On est à un tournant, mais c'est un cap de civilisation. Et il y a une conscience qui émerge, et notamment sur notre relation au monde du vivant, avec le monde végétal comme avec le monde animal. Cette récente COP sur la biodiversité nous montre qu'il y a un véritable déclin, évidemment, du monde vivant, mais ça n'est pas irréversible. Ce qui est irréversible, c'est quand une espèce disparaît. L'humanité peut demain se ressaisir. C'est un problème de conscience, et après c'est un problème de moyens. Quoi faire? Mais substantiellement, comment faire? Dans nos démocraties, c'est la question la plus délicate, parce qu'il faut le consentement. Et pour avoir le consentement, il faut en comprendre la pertinence, l'utilité, la nécessité, ou tout simplement la valeur. Il en est, à mon avis, du sort du sauvage, ou des espèces animales, ou de la condition animale, comme de l'ensemble du vivant. C'est un sujet tellement essentiel, tellement crucial, que pour moi le préalable, c'est d'avoir une espèce d'union sacrée des élites, et notamment des élites politiques, sur ce sujet-là. Si l'on veut emmener la société, des citoyennes, des citoyens, dans une grande mutation, si on veut se mettre des règles communes, parce qu'on n'échappera pas à des règles communes, ce qui se joue actuellement, au-delà simplement de la condition animale, du destin des animaux, c'est l'avenir du vivant. Et l'avenir de l'espèce humaine qui, comme elle est probablement l'une des dernières arrivées sur cette planète, celle qui a le moins de défense immunitaire, donc une des espèces les plus précaires et les plus vulnérables. Tout ce qui vit mérite attention, mérite protection. Je pense qu'il faut donner un statut au sauvage. Le monde sauvage, comment le définir? C'est ce qui nous a précédés. C'est ce qui était là avant nous. Donc ça nous met en responsabilité. Donc nous devons nous extraire de cette vision anthropocentrique en oubliant que nous sommes un intrus. Alors il y a de la place et bienvenue aux humains sur Terre, bien entendu. Mais on peut faire un partage. Il y a des endroits où on doit laisser la nature s'épanouir. Il y a des endroits où on peut cohabiter avec la nature. Et puis, il y a des nombres de prélèvements dans la nature, et on pourrait les lister dans beaucoup de pratiques indues qui ne participent en rien à l'épanouissement humain. Va falloir changer quand même en profondeur un modèle de prédation. Notre modèle économique, il est basé, qu'on le veuille ou pas, sur l'exploitation de la nature, des écosystèmes, et c'est bien l'origine des changements climatiques, de l'érosion de la biodiversité, de la raréfaction des ressources. Alors individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, nous sommes des consommateurs. Alors, je vais prendre un exemple classique que tout le monde connaît, mais enfin, quand on évite de manger des produits ou d'acheter des produits qui ont l'huile de palme, par exemple, mine de rien, ça peut profiter, pour prendre un exemple parmi d'autres, parce qu'ils en ont été les principales victimes, aux orang-outans en Indonésie. Bon, donc on peut être des consommateurs responsables, consciencieux, et qui essayons de voir un peu, si tant est qu'on nous guide avec des labels évidemment qui soient légitimes et qui soient certifiés, on peut être un consommateur beaucoup plus responsable. Après, au quotidien, dans son comportement quotidien, quand on se balade en forêt, quand on pratique un certain nombre d'activités, quand on utilise un certain nombre de produits, quand on achète des aliments qui ont été fabriqués en utilisant des pesticides et des insecticides dont on sait l'impact notamment sur la biodiversité, puisque les pesticides, sous nos latitudes, sont un des principaux vecteurs de la destruction de la biodiversité, on a quand même des choix dans notre consommation. Alors après, ça, c'est évidemment la responsabilité individuelle, c'est-à-dire de se doter d'une conscience quotidienne. C'est-à-dire, est-ce que je participe à la dégradation de la biodiversité dans mes gestes d'achat, dans mes déplacements, etc., ou pas? Mais ça ne suffit pas. Évidemment, après, il faut que la volonté individuelle rencontre l'organisation collective, c'est-à-dire celle que peuvent mettre en place les politiques. Et en démocratie, il faut que les deux choses se croisent, bien entendu. Et c'est pour ça aussi que je pense que pour la transition écologique dont fait partie
la condition animale, nous devons avoir une démocratie élaborative et participative plus vigoureuse pour associer les citoyens à la fois à la décision, à la complexité de la décision. Il va falloir qu'on ait de plus en plus d'aires protégées, bien entendu. Et des aires protégées, il faut s'en donner les moyens. Quand j'étais ministre, je donne souvent cette anecdote, mais par exemple, il y avait un parc marin en Martinique, nous avions un employé à plein temps qui n'avait même pas de bateau. Bon. Donc il va falloir que nous ayons des espaces, évidemment, de protection. Ça ne veut pas dire des espaces où il n'y aura plus aucune activité, mais où par un certain nombre de règles, et la nature, les espèces vont pouvoir se protéger et se développer. Donc il y a un moment ou un autre, il faut aussi une méthode. Et donc il faut des points de passage et mettre les moyens juridiques, les moyens économiques, les moyens financiers. Les choses ne se feront pas simplement parce qu'on prend un objectif qui vont s'auto-réaliser. Il y a un moment ou un autre, il faut se donner les moyens, et notamment les moyens réglementaires, peut-être les moyens législatifs. Vous savez, moi, comme Victor Hugo, je pense que ce que la France inspire, l'Europe peut également le copier et inspirer le reste du monde. Je pense que sur un plan du droit, d'ailleurs, nous ne serions pas les premiers parce que les pays scandinaves, à mon avis, sont en avance sur ce sujet-là, sur notamment la condition animale, je pense que nous pourrions prendre un certain nombre d'initiatives. Sur les outils de gouvernance, moi, ça ne choquerait pas qu'on ait on peut y réfléchir, un secrétariat d'État à la condition animale, d'autres proposent un défenseur, ça peut être un haut commissaire, mais ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter au gré des élections, c'est un sujet qu'on doit traiter et accompagner en permanence et évaluer en permanence. Mais c'est surtout un sujet qui demande une espèce de maturité politique, c'est un sujet où on devrait tous se retrouver. C'est notre dignité qui se joue, c'est notre grandeur. Et quelque part, c'est aussi notre avenir. Et franchement, je pense que le temps est venu parce qu'il y a une conscience. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait, moi je l'avais souhaité quand j'étais au gouvernement, faire émerger d'une manière très objective la conscience française sur la condition animale. Et je pense qu'on serait surpris, comme disent les Suisses, en bien. Nous avons par exemple, pour ne parler que du Brésil, nous avons des relations commerciales avec ces pays-là. Quand je vois par exemple nos importations de soja en France, qui se fait au détriment de la forêt amazonienne, de la biodiversité, c'est vrai qu'on n'est pas en mesure, parce qu'on y participe quelque part, de donner des leçons. Donc commençons déjà, nous, à regarder ce que l'on peut faire dans nos relations commerciales pour être plutôt dans le cercle vertueux plutôt que d'être dans le cercle destructif. Je ne suis pas du tout pour fermer nos frontières, bien entendu, enfin, personne n'en a l'idée, mais on doit utiliser nos relations commerciales comme des leviers vertueux. Mais il faut qu'on s'impose nous-mêmes nos règles. C'est-à-dire que si, par exemple, l'Europe réduit ses pesticides, et c'est pour ça que je me suis battu pour avoir ce qu'on appelle des mesures miroirs aux portes de l'Europe, parce qu'aujourd'hui on est dans cette absurdité, c'est que on demande à nos agriculteurs ou nos éleveurs de se priver d'un certain nombre d'intrants, et c'est une mutation difficile pour eux, mais par un certain nombre d'accords de libre-échange, on laisse des produits ou des biens qui ne sont pas soumis aux mêmes critères. Eh bien, le commerce peut être un levier vertueux, parce que l'idée, vous voulez commercer avec la première puissance économique mondiale, parce qu'on l'oublie, mais quand même personne ne peut se priver de l'Europe, mais vous le faites à nos conditions. Et ça aussi, ça peut être excessivement efficace, parce que vous verrez qu'en quelques temps, eh bien, mais imposons-nous les normes, et après, on pourra les imposer aux autres pays. Alors, je voudrais parler maintenant d'un autre sujet que nous traitons aussi dans notre colloque, prendre en compte les animaux sauvages en tant qu'individus. La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences souhaite que l'interdiction de pratiquer des actes de cruauté sur les animaux soit étendue aux animaux sauvages vivant en liberté, qu'on prenne en compte leur sensibilité et leur capacité de ressentir de la douleur. Que pensez-vous de cela? Comment justifier qu'il y ait deux poids et deux mesures? Est-ce que ça signifierait qu'au prétexte que nous ayons une proximité physique avec certaines espèces, elles ont plus de droits que d'autres, ou elles souffriraient plus que d'autres? Ce sont les mêmes êtres. Certains ont été domestiqués pour des raisons historiques ou culturelles, mais ce sont les mêmes animaux, avec les mêmes souffrances, les mêmes consciences. Donc rien ne justifie que l'on donne aux animaux domestiques des droits ou une attention
dont on priverait des animaux sauvages. Un chien n'est que l'évolution d'un loup. Je leur accorde la même attention, la même estime, la même admiration, la même sensibilité, la même ingéniosité, la même performance, le même statut. Que ce soit mon berger australien qui est de l'autre côté de la porte, ou que ce soit le dauphin auquel je vais rendre visite régulièrement ici. Lui est en liberté, mais j'ai la même attention et il n'y a pas plus de raison de s'indigner de la souffrance qu'on pourrait occasionner à mon chien que celle qu'on peut occasionner au dauphin. Et cette question est en train simplement, votre initiative, de combler un malentendu qui n'a aucune raison d'être. Je ne vois pas pourquoi un animal domestique, ou alors, encore une fois, c'est une vision anthropocentrique, parce que nous avons tissé des liens affectifs avec certains, et donc, évidemment, ils ont droit à ce privilège, et les autres, au prétexte que nous les connaissons moins bien, ou qu'ils sont plus éloignés de nos yeux et de nos esprits. Voilà. Ça, c'est ce à quoi il faut remédier. L'éloignement physique, géographique et sensoriel ne doit pas justifier un écart d'attention et de responsabilité. Mais qu'est-ce qui peut justifier que vous balancez, pardon de l'image horrible, un chien par la fenêtre, vous allez, à juste titre, je l'espère, être condamné, vous balancez un renard vivant dans un ravin, vous ne risquez rien. Rien, intellectuellement, ne peut le justifier. En quoi le chien aurait un statut supérieur au renard, au loup, etc. Et ça pose cette question fondamentale, et encore une fois, que l'humain ne s'est pas posé jusqu'ici, et qui est un sujet du XXIe siècle et du début du XXe siècle qu'il va falloir, encore une fois, étreindre du statut du sauvage. Et il faut donner un statut au sauvage, voilà. On est dans un moment où l'homme se cherche, il s'est perdu dans son milieu, nous faisons partie du règne animal, et on ne peut pas, voilà, on doit, encore une fois, acter nos responsabilités, et ça se joue maintenant. C'est cet enjeu magnifique du XXIe siècle. Et c'est ce qui doit nous distinguer des autres espèces, c'est notre faculté, notre détermination, notre volonté, mais encore une fois avec des moyens, une méthode et surtout une unité de protéger l'ensemble du vivant. Voilà. Et il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Preuve en est, c'est que même si l'érosion de la biodiversité a démarré, il y a une conscience. Sa traduction en actes est certes longue parce que, comme vous l'avez dit, il y a les urgences, les souffrances immédiates, palpables. Mais il y a une réflexion qui est en marche, ce qui est déjà nouveau. Mais là, c'est ce siècle qui va trancher ou pas cette problématique.